Alors donc c'est très simple. Qui je suis? Donc déjà, je ne suis pas un présentateur officiel, je suis un autodidacte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une passion, et la passion, comme je dis toujours, c'est bien beau d'en avoir une. Si on la partage pas, ça n'a pas beaucoup d'utilité, parce que comme chacun de nous tous, nous sommes tous mortels, et à un moment donné, ben, on part avec sa passion et on n'a rien partagé. C'est un peu dommage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, à un moment donné, dans les bases, dans toutes les bases de France et de Navarre et d'Outre-mer, on demande ce qu'il y ait un délégué au patrimoine. Donc j'ai été donc désigné pour être le délégué au patrimoine. C'est quoi une délégation au patrimoine? C'est très simple. On parle de tout ce qui est histoire de la base, tout ce qui est rayonnement de la base, tout ce qui fait que pourquoi on porte un uniforme, pourquoi nous sommes là, à quoi nous servons, voilà. On essaie au grand public d'expliquer ce que l'on fait et pourquoi on est sur une base et pourquoi on est militaire. Ça, c'est la base. Donc, à un moment donné, ils ont vu que finalement, ça pouvait coller l'histoire. Et comme j'aime raconter celle-ci, allez-y, entrez. Comme je raconte celle-ci, et voilà. Ce soir, on se retrouve donc à parler donc de l'histoire de cette fameuse base. Comme dit Monsieur le maire, souvent, la base sans la ville et la ville sans la base, ça n'existe pas. Et c'est bien vrai. La symbolique, elle a été reprise sur l'insigne qui est derrière moi et qui est donc que portent tous les militaires sur leur tenue pour distinguer et pour rappeler l'appartenance de cette base. La symbolique est la suivante. Dans l'armée de l'air, il y a des couleurs qui sont conventionnelles. Elles déterminent la mission première, à savoir que la couleur rouge, c'est le bombardement, le vert, c'est la chasse, et le bleu, c'est tout ce qui est reconnaissance aérienne ou satellite. On détient le feu nucléaire puisque nous sommes force aérienne stratégique depuis les années 64, quand De Gaulle a voulu à ce que l'on ait la dissuasion nucléaire et le feu nucléaire. Donc depuis cette date de 64, on détient sur la base ou ailleurs la puissance nucléaire. Donc c'est le bombardement, le fond rouge. Pour rappeler qu'on l'on jouxte donc la Camargue qui est pas si loin, le taureau, bien sûr. Pour aussi bien spécifier l'arme que l'on est, l'aile stylisée sur le côté, et pour rappeler l'appartenance par rapport à la ville, l'étoile donc de la ville d'Istres. Voilà, c'est la symbolique qui est très forte et qu'on essaie d'expliquer à tout le monde pourquoi on a ce type d'insigne-là. Ce que je vais vous apprendre ce soir aussi dans l'histoire de cette base qui a 107 ans d'existence, c'est pas un jour, c'est 107 ans d'existence, c'est qu'elle a fait fi de tout ce qu'il pouvait y avoir comme événement, qu'elle a pris à son compte et que finalement, par bons successifs, cette base a pris de plus en plus d'ampleur. Mais surtout, ce qui est assez fort dans celle-ci, c'est que c'est une base éphémère au début. Et j'en reparlerai par la suite. On va commencer, au début de cette histoire-là, par le parrain de la base. Parce que, par tradition, dans les armées, n'importe quelle institution militaire porte le nom d'un ancien. Ça peut être un ancien ingénieur ou un ancien pilote. On a choisi un pilote, et pas n'importe lequel, puisque c'est Charles Monnier. Donc, qui était-il? Et c'est là que le diaporama va commencer. Qui était ce monsieur? J'éteins, et c'est parti pour la projection. Voici donc Charles Monnier, son portrait. Comme ça, vous avez, pour une fois, au moins, le visage de cet homme qu'on parle souvent dans les correspondances, mais finalement, qu'on connaît très peu. Une allure un peu slave, et c'est vrai que dans son surnom, pendant la guerre, on l'appelait Popov. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Popov, donc, fait partie, et là, on est dans le second conflit mondial, fait partie, donc, des forces aériennes françaises de libre. C'est-à-dire, quand De Gaulle a décidé qu'il ne voulait pas être vaincu et qu'il est parti en Angleterre et qu'il a fait ce qu'on appelle le 18 juin, il a dit, ralliez-vous à mes forces. Et donc, il a créé, entre autres, les FAFL, Forces aériennes françaises de libre. Il a entendu cet appel que 6 mois après, parce qu'il était déjà sur le front de la Libye. Vous voyez, comme quoi les pays reviennent à chaque fois. Et donc, il a mis plus de 6 mois pour revenir en Angleterre. Quand il est arrivé en Angleterre, De Gaulle avait l'idée à ce que on soit sur tous les fronts. Et l'ennemi d'aujourd'hui n'était pas celui d'hier, et on est parti combattre avec les Russes. Et comme quoi aussi, l'histoire, des fois, elle a des hauts et des bas. Contre l'ennemi qui était patenté à l'époque, en Seconde Guerre mondiale, c'était les Allemands, qui sont nos meilleurs alliés aujourd'hui, vous voyez. C'est toujours pareil, c'est intercroisé. Donc, il est arrivé sur le régiment qu'on appelait à l'époque Normandie, puisque sous l'égide de De Gaulle et du général Villemain, les deux ont décidé à ce que toutes les nomenclatures au niveau armée de l'air,
on dit qui était chiffré, donc on parlait ça de deuxième escadre, troisième escadre, premier escadron, deuxième escadron, on a rattaché des noms de provinces. Et depuis, donc, ces noms de provinces, elles sont indissociables quand on crée une unité ou quand on dissout une unité. Donc, c'est pour ça que nous avons souvent des noms comme le Provence, le Languedoc, le Berry, l'Anjou, le Poitou, voilà. C'est pour faire voir à l'ennemi, c'était ce que voulait De Gaulle, faire voir à l'ennemi que l'ensemble de la France était au combat. Voilà. Donc, il rejoint le groupe Normandie, et ce groupe, donc, a eu 3 phases de combat avec les Russes. Sa création en 1942, donc il y a eu 42-43, 43-44 et 44-45. Charles Monnier a fait partie des 2 dernières campagnes, 43-44 et 44-45. Lorsqu'il est arrivé, il a fait donc, comme tout le monde, il s'est équipé, on l'a équipé avec donc du matériel soviétique et il a été équipé avec donc des habits qui étaient de l'armée soviétique. Ils étaient équipés d'avions russes, puisqu'à un moment donné, ils ont eu le choix de pouvoir voler sur des avions occidentaux, voire donc anglo-saxons, et ils ont décidé de voler donc sur des Yak que l'on voit ici. Yak étant la contraction de Yakovlev, l'ingénieur russe, qu'il a mis au point. Le Yak 3 que l'on voit ici, donc c'était des avions qui étaient identifiés donc au marquage russe de l'époque, puisqu'avec l'étoile rouge et le numéro 6, mais pour les différencier des autres forces, les casseroles d'hélice, et là je vais vous faire voir devant, la casserole d'hélice c'est ça, elle était bleu, blanc, rouge. Ça pouvait faire voir, et surtout faire voir aux Allemands que les Français étaient bien présents sur les combats aériens. Donc ici on les voit en tenue de vol et prêts à faire un briefing avant de prendre les avions pour le combat. Et fur et à mesure, donc cette campagne, ils se sont donc rapprochés et ont repoussé les Allemands jusque dans leur territoire d'origine. Il faut savoir que pendant cette campagne-là, ils sont arrivés donc en Prusse orientale, et dans la Prusse orientale, il y a un fleuve qui s'appelle le Niemen, et là les combats ont été effroyables, en perte humaine, aussi bien en artillerie que en infanterie, que dans le domaine aérien ou dans les blindés, dans les cuirassiers lourds. Il y a eu énormément de pertes. Staline, donc, pour marquer tout le sang versé et tout l'effort humain par rapport à cette guerre, a décidé que tous les régiments, aussi bien aériens que terrestres, porteraient l'appellation du fleuve, le Niemen. C'est pour ça que nous avons dans la nomenclature armée de l'air le seul escadron qui a une double appellation, qui s'appelle Normandie-Niemen, le nom du fleuve. Voilà. Comme on peut retrouver des régiments russes qui ont aussi l'appellation Niemen. Voilà. Donc, ils ont repoussé les Allemands jusque donc sur leur territoire d'origine et ils arrivent donc au Bourget en libérateur. Et donc, effort de guerre faisant, Staline décide de leur offrir tout le matériel qu'ils avaient. Donc, cet escadron, une fois la guerre terminée, a volé après la guerre jusque dans les années 50 sur du matériel russe. Il faut savoir aussi. Mais la démobilisation faisant, tous les pilotes retournaient dans le civil. Sauf Charles Monnier, qui lui a décidé que la valeur qu'il avait et tout ce qu'il avait appris dans le domaine de vol, il voulait le mettre au service de sa nation et donc du renouveau de l'armée de l'air et de l'aviation. Et donc il décide d'être formé en tant que pilote d'essai. Donc il part en Angleterre pour être formé en tant que pilote d'essai, revient en France et se retrouve donc sur le centre d'essai en vol de Brétigny-sur-Orge. Donc je n'ai rien contre les Parisiens, même s'il y en a peut-être dans l'assistance, mais pour faire du domaine aérien et de l'exploration, la météo ne s'y prête pas vraiment, on va dire. Donc le centre d'essai en vol de Brétigny-sur-Orge décide donc de délocaliser sur Istres une partie donc de son bureau de recherche et une partie des essais en vol. Et donc ils arrivent donc dans les années fin des années 1950 sur donc l'actuelle plateforme de la base d'Istres. Et donc en arrivant en même temps et pour la même cause, les centres d'essais en vol de Dassault Aviation, les pilotes d'essai de Dassault, de la maison Dassault, s'installaient aussi pour les mêmes raisons sur cette plateforme. Et Marcel Dassault voit arriver tous ces pilotes, les Rosanov, les Charles Monnier, Litov et tout ce qu'on veut, tous ces pilotes-là. Et vous savez, on dit toujours que dans l'armée et dans l'aviation, c'est une grande famille. C'est effectivement une grande famille, puisque du moment où on fait un fait aérien X ou Y, on est forcément connu et le bouche à oreille va très vite.
Donc il savait très bien un petit peu les exploits de Charles Monnier, puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il s'est fait quand même descendre 2 fois par les Allemands et porté disparu, et qu'à chaque fois il est revenu au terrain d'origine. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Popov, parce qu'il était tellement marqué et buriné par la neige, par le froid, par tous les intempéries, qu'il ressemblait plus à un Russe qu'à un Français. Voilà. Mais pour revenir donc au centre d'essai en vol d'Istres, il arrive et Charles Monnier l'approche. Excusez-moi, Marcel Dassault approche Charles Monnier et lui dit, en ces termes, il lui dit, j'aimerais bien que vous soyez pilote d'essai chez moi dans ma firme. Ok. Donc, il sort des centres d'essai en vol étatiques de l'État pour être donc pilote d'essai sur aux événements Marcel Dassault. Et donc, il est là, en train de faire un speech et de parler donc en pseudo tenue de vol, puisqu'à l'époque ils avaient des cuirs, hein, c'était vraiment pas des tenues adéquates. Et c'est au cours d'une expérimentation sur Mystère 2 que l'on voit ici de largage de réservoirs, hein, c'est pas des bombes, mais ce sont des réservoirs d'essence, parce que on s'est aperçu que les avions supersoniques, à la différence des avions à hélice, consommaient énormément de pétrole, et que pour avoir suffisamment de temps de vol, il fallait emporter donc dans des réservoirs qui étaient passés sous les ailes du carburant pour pouvoir voler plus longtemps. Et donc à un moment donné, pour alléger l'avion, il y a une procédure de largage des réservoirs. Et c'est malheureusement au cours d'un largage des réservoirs qu'il se tue bêtement. Et il se tue bêtement parce que quand on fait un petit peu l'histoire de cet homme-là, qui a fait partie donc des forces du Normandie-Niemen. Les forces du Normandie-Niemen, ils étaient 94 pilotes au total. Plus de la moitié n'ont pas vu le sol de France. Ils sont morts en combat aérien. Et je dis toujours que le devoir de mémoire commence là, de dire qu'aujourd'hui nous sommes libres de discuter, de parler et d'avoir nos propres opinions. Il y a des gens qui sont partis et qui ne sont jamais revenus pour la cause de la nation. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Et donc Charles Monnier se tue bêtement en larguant ses réservoirs. Et ce qui est encore plus moche dans cette histoire-là, c'est que la veille de son accident, il allait perdre la vie, il raconte exactement la procédure et l'accident qui allait se passer le lendemain à Marcel Dassault. Marcel Dassault, donc, il lui dit comment se passe le premier largage de réservoir. Et il lui dit ça se passe très très mal. Parce qu'en vérité, un réservoir, si on regarde dans la logique, il doit tomber d'un coup d'un seul, du moment que la griffe qui le retient à l'aile le sépare, le réservoir il tombe. Eh ben là non. Le réservoir, il restait plaqué, il était détaché de l'aile, mais il restait plaqué sur la vitesse relative de l'avion. Il glissait le long de l'aile, et puis quand il n'y avait plus rien qui le retenait, il était aspiré par le cône de vitesse et partait à l'arrière. C'est ce qu'il explique à Marcel Dassault. Il dit, s'il vient frapper ce qu'on appelle la dérive ou la profondeur, ces deux petites ailettes qui sont de chaque côté de la dérive, l'avion deviendra impilotable et je ne pourrai pas sortir de l'avion. La seule chance qu'il avait pour pouvoir être toujours vivant et de ce monde, c'est que les sièges éjectables, les premiers sièges éjectables qui étaient dessus, pouvaient être éjecter le pilote en toute sécurité sur un certain plafond et une certaine vitesse. Aujourd'hui, les sièges éjectables, c'est du 0-0, c'est-à-dire on est au sol, il y a un problème, on tire sur la sangle, on part en toute sécurité et c'est pas un problème. Mais à l'époque, il fallait une certaine vitesse et une certaine hauteur de plafond, comme on dit. Et là, le lendemain, quand il fait son expérimentation, pour vous dire que le sort était bien contre lui, il est dans l'axe qui vient de la mer, donc du sud au nord. Et dans l'axe, le truc qui n'était pas prévu, c'est qu'en dessous, il y avait des bergers qui faisaient pas de leur bétail. Et il s'est dit en fraction de seconde, si je largue le réservoir et qu'il part plein d'essence comme il part jusqu'à maintenant, ça va être un carnage. Donc qu'est-ce qu'il fait pour éviter que ça tournoie trop longtemps dans le ciel, le réservoir vide? Il descend plus bas et donc il passe sous l'enveloppe de tir du siège éjectable. Ce qui fait que la seule hypothèque de survie qu'il avait, il a hypothéqué, c'était vite fait, bien fait. Et malheureusement, le réservoir est venu frapper la dérive. L'avion a été impilotable et s'est crashé donc au nord de la base au mois de mars. Donc là, au mois de mars, nous ferons donc la commémoration de son accident, puisque c'est quelque chose qui est devenu très solennel au niveau de la base 10. On honore le parrain qui a donné le nom à la base, et donc c'est normal qu'on puisse le mettre en exergue, sa carrière et le sacrifice qu'il a fait pour que les chasseurs puissent larguer des réservoirs en toute sécurité. Ce qui s'est passé, donc, les quelques décorations qu'a eu donc Charles Monnier toute sa carrière, puisqu'il était lieutenant, il était jeune officier. Donc, quand on voit ici les trois escadrons où il a combattu, ça c'était sur le front
libyen, ça c'était sur le front européen, le groupe Alsace, le groupe Île-de-France, et puis le Normandie-Niemen ici que l'on voit, avec donc la flèche donc du 303e régiment de la garde russe de l'époque. Plus après, les distinctions des FAFL qu'on avait, et en haut, les différents macarons de pilotes, comme on appelle. C'est le site distinctif qu'ont tous les pilotes, quand ils sont macaronnés et brevetés. Et ça a une signification, vous voyez, donc il y a 3 symboles, une étoile, une aile et une couronne. Ça veut dire la chose suivante. L'étoile te guide, puisqu'à l'époque, on n'avait pas, au tout début, on n'avait pas beaucoup d'appareils, de mesures ou d'indicateurs pour savoir où on était. Donc, on faisait souvent le point avec les étoiles. L'étoile te guide, les ailes te portent, et la couronne t'attend si tu meurs. Voilà. C'est un peu morbide, mais c'est comme ça. D'autres décorations, donc les médailles pour le mérite, les médailles de la Deuxième Guerre mondiale, les médailles du front russe, les ordres de Staline qui sont de chaque côté, là et là. Voilà, on les voit ici, là de chaque côté. Voilà, toutes ces médailles. L'honneur à la patrie, les croix des résistants, la croix des FAFL aussi. Voilà. Quelqu'un qui est quand même assez décoré. L'ordre, donc, qui a décidé que la base porterait le nom de tradition Charles Moyet, vous voyez, donc il date de 65, et c'est le service historique des armées et le service des traditions qui ont décidé à ce que la base se nommerait donc Charles Moyet. Et toutes les bases sont régies par ces textes-là. Ça, c'était pour le parrain. On va un petit peu voyager avant d'attaquer l'histoire de la base d'Istres. Parce que l'histoire de la base d'Istres, ça s'est pas fait d'un coup d'un seul. On est pendant le premier conflit mondial, et là, on est juste avant le premier conflit mondial. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a voulu implanter la base d'Istres, il y avait déjà une autre base qui était déjà assez, pas efficace, mais où il y avait pas mal d'avions qui transitaient. C'était Miramas. Miramas, ça a été d'abord une base avec des ballons dirigeables, et puis après, c'était une base école, la base numéro 14, qui servait donc à faire du macaronnage du pilote aussi, le balbutiement des premiers pilotes. Donc là, on est sur Miramas. On est sur Miramas, le camp 14, et surtout, ça a servi de tremplin à l'aéronautique en général. Parce que à l'époque, l'aérodrome de la Crau, comme il l'appelait, c'était surtout un endroit où beaucoup de futurs grands constructeurs allaient démontrer que le plus lourd que l'air, puisqu'on appelait comme ça hein, les avions, pouvait décoller et pouvait donc transporter des pilotes. Parce que c'était quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque. Vous imaginez très fort que nous sommes juste là dans les années 1909, 1910, 1911, et que il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication, à part les journaux. C'est tout ce qu'il y avait. Donc, dès que dans les journaux on publiait qu'un avion allait se déplacer, ça drainait un tas de monde pour venir voir ce qui se passait. Oui, c'était le truc le plus extraordinaire qu'on pouvait voir. Voilà, Miramas Aviation, donc, avec des aviateurs comme Caudron, comme Blériot, comme tous ces gens-là qui ont donc défriché le début de l'aviation. Le camp tel qu'il était, qui était des baraquements en bois. Et donc, bon, là, voilà, on voit donc bien ces baraquements en bois. Et puis, vous allez voir surtout que la symbolique, la base, c'était la cavalerie. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1934, nous n'étions pas armés de l'air. On était rattachés, nous, on était donc des aérostiers, et on était rattachés au régiment de terre, et en général de la cavalerie. Et c'est donc un cavalier qui a donc été le premier patron de la base d'Istres, celui qui a été l'instigateur donc de cette base. Et donc on voit bien ici le rattachement en 14 et on voit bien surtout la suite qui va être donnée pour cette base d'Istres, donc toujours le camp de Miramas, vous voyez, avec toujours des débarquements en bois et toujours donc la cavalerie et les chevaux devant pour tirer donc les quelques chariots et les quelques carrioles qu'il y avait pour amener le matériel lourd pour que les avions puissent prendre l'air. Toujours le camp 14, sur différents aspects, voilà. On passe, hein, vous en avez toute une... Et là, donc, arrive ce qu'on appelle le début du premier conflit mondial. Et on s'aperçoit que donc les Allemands arrivent avec force donc sur le territoire, combattent et surtout détruisent pas mal de formations écoles. Et que en même temps, donc,
On est milieu de l'année, milieu du premier conflit mondial. On est dans les années 1916, puisque la guerre c'est 14-18. Hein. On s'aperçoit qu'il faut pouvoir apprendre en grande quantité, former en grande quantité des pilotes. Parce que l'aviation commence à monter en puissance. On sort du dirigeable qui nous servait à régler l'artillerie, donc avoir de la profondeur, et on voulait acquérir cette troisième arme qui était le domaine aérien, qui était absolument de l'abstrait pour tout le monde. À part la marine et l'armée de terre, on connaissait rien d'autre. Donc là, certaines personnes, comme on voit comme Clémenceau, comme Paul Doumer, voilà, tous ces gens-là, comme Barès, pour certains ça parle dans l'histoire, ont commencé donc à écrire et à se renseigner pour savoir comment on pouvait faire pour mettre un camp provisoire de formation de pilotes. Parce que le but à Istres, c'était un camp de transit, ça devait être un camp éphémère. Il devait être juste mis en place pour 14-18. Et donc, à la fin de l'armistice, terminé, il n'y avait plus de camp. Mais l'histoire a décidé autrement. Donc, Christophe Pégat que l'on voit ici et qui est bien dans un uniforme donc de cavalier avec les bottes, tout ça et tout, et la redingote avec les doubles boutonnages, décide d'implanter la base. Et la base, donc là, ça va vous parler. Lorsqu'on prend la voiture et qu'on sort de la base d'Istres, qu'on va sur Saint-Mandon-de-Crau, ou qu'on va au Mas de Russe, ou qu'on va sur Aiguière, on loge souvent des endroits qui sont complètement clôturés, où il y a marqué bleu, blanc, rouge, défense de pénétrer. Ce sont les anciens terrains d'aviation d'Istres de 1917. Faut le savoir. Ils ont été réquisitionnés tout autour de la base. Vous voyez quand même que c'est assez énorme, puisque la base, que je me repère, elle est en dessous, elle est là, on la voit au bout là, hein, c'est la bout de la piste ici. Et vous voyez toutes les parties rouges, c'est tous les terrains d'aviation. Pourquoi aussi loin de la base mère? Parce que comme on était donc pendant le premier conflit mondial, pas beaucoup de moyens pour installer une base. Donc il fallait réquisitionner vite et bien fait les endroits suffisamment plats, dégagés, et dont les clôtures étaient, le périmètre extérieur était avec des arbres pour couper le vent, puisque le fléau c'est le Mistral, et qu'il fallait protéger les avions, parce que les avions à l'époque c'était papier, toile, bois, donc très léger, donc facilement retournable avec le vent. Donc il fallait trouver des endroits suffisamment arborés dans leur périmètre extérieur. Donc vous voyez quand même que c'est assez large, hein, puisque Saint-Mandon-de-Crau est ici, et que tous ces terrains-là existent encore, ont encore des appellations, et certains n'ont pas été rétrocédés, comme celui qui est le long de la route là, comme celui-là, le long de la route en allant sur comment ça s'appelle non, qui est rattaché à Istres. Entresins, voilà. Cherchez, c'est la route Entresins, voilà, à droite, là, ben vous avez, j'ai cherché, désolé, voilà. Donc, tous ces terrains ont été réquisitionnés. Ils ont commencé, donc, tout début, à implanter donc, près de la ville d'Istres, que l'on voit ici, et qu'on voit bien autour qu'il y avait absolument pas beaucoup d'habitations, hein. C'est vraiment très peu habité, pardon. La Légarine française, donc, qui est commanditée par le ministère de la Guerre de l'époque, demande donc la possibilité donc d'implanter cette base, mais surtout, et là c'est assez rigolo, et si vous pouvez le lire, hein, ils se sont aperçus qu'ils ont appris qu'il y avait un fléau qui s'appelait le Mistral. Ah oui, c'est les Parisiens, j'ai rien contre eux, mais Parisiens, hein. Voilà. Il faut être être local pour savoir comment ça se passe. Et il disait, mais combien de jours ça souffle? 10 jours par mois, 2 jours par mois, 3 jours par mois. Moi, je suis petit-fils de paysan. Mon grand-père me disait toujours, petit, ça souffle de 3 jours en 3 jours. C'est pas une règle exacte maintenant, mais grosso modo, c'était ça. Si au bout de 3 jours, ça n'est pas calé, ça reprenait. Ils leur ont dit ça, là-haut, aux Parisiens. Vous imaginez qu'on s'est fait rire au nez. Il y a des provinciaux, bon. Mais finalement, malgré ça, la base, quand même, elle a été implantée. Elle a été implantée, donc, sur différents sites, comme les Patis, les Chanoines, le Mas de Russe. Et donc, ils ont fait fi de tout ce qu'ils pouvaient trouver au niveau géographique pour que ça puisse bien être implanté. Le premier, donc, grand patron, on voit bien toujours les effets armés de terre, hein, je rappelle, hein, donc, qui est le capitaine Férigoul, et pas Farigoul, hein, mais Férigoul.
donc qui a été le premier donc patron de la base. Quand ils sont arrivés, ils étaient ni plus ni moins entre les quelques instructeurs, les quelques aérostiers, les quelques chanceliers et les chefs, moins de 200 personnes en 1917. Donc ça, on parle de février 1917, le début de la formation des élèves sur la base. Quand l'armistice a été signé en novembre 1918, ils étaient 2000 personnels. Vous imaginez l'effort de guerre qui était consenti. On avait 0 avion d'école. À la fin de l'armistice, on avait 500 avions école. Dans un temps si court, on a formé sur la base d'Istres 2740 brevets de pilotes. L'usine à gaz. C'est-à-dire qu'on avait des promotions entre 150 et 180 élèves qui arrivaient chaque fois et d'une manière répétitive. Il y a eu beaucoup de casses, ça faut le dire aussi. Et donc, les promotions. Voilà comment c'était, comment était une promotion de futurs élèves pilotes. Ou celle-ci, voilà. Donc, vous avez vu quand même qu'ils avaient tous des mines épanouies. Hein. Ils étaient tous très contents. Et donc, on arrive sur un des terrains d'aviation, Barbas. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve Barbas? Personne. Alors, je vais vous le dire. Lorsqu'on arrive sur la route en allant sur Fos-sur-Mer, plus exactement, on va sur voilà, en allant sur ouais, pour Saint-Louis, non, pour Saint-Louis, il a bien dit pour Saint-Louis. Bien avant, vous avez donc tout le stock de raffinerie avec toutes les cuves là. On prend à droite, puis on a cet immense giratoire là. Si on va tout droit, on va sur Arles, et puis on va donc de côté sur Port-Saint-Louis. Vous vous arrêtez au vendeur de coquillages, parce qu'il y a toujours des vendeurs de coquillages là à droite là. Vous laissez la voiture à la hauteur du vendeur de coquillages, et vous allez donc direction tout droit, en allant vers la base. Barbas, c'est là. Voilà. Donc Barbas, l'anecdote, c'est quand on voit la photo noir et blanc, c'est tous ces petits points blancs là. C'est pas des fleurs, hein. C'est des cailloux. Et donc, quand nous, on a retrouvé, qu'on a fait des recherches sur ce qui s'est passé, parce qu'il fallait quand même savoir un petit peu les conditions de vie, on a retrouvé des écrits des pilotes qui vouvoyaient leurs parents, parce que le vouvoiement était obligatoire à l'époque. On ne tutoyait pas ses parents. Ils disaient la chose suivante: mes chers parents, j'espère que vous allez bien. Nous, ça se passe bien, à part qu'on a 2 gros inconvénients, même 3 gros inconvénients. L'hiver, on se pèle, on se gèle, parce qu'ils étaient dans des baraquements en bois quand même. Hein. L'été, on se fait dévorer par les moustiques, puisqu'il n'y avait pas encore de campagne de démoustication comme on l'a fait après. Et surtout, nous avons autant de corvées de patates que de cailloux. Parce que si on n'avait pas les cailloux pour décoller ou atterrir, vu que les avions, c'était des cycles de vélo, hein, les roues. Vous imaginez très fort que même que le galet soit rond, ça n'avait pas bon ménage. Donc il valait mieux que les airs soient dégagés. Et c'est ce que je dis des fois quand je présente ça à des pilotes, vous voyez, les pilotes n'étaient pas épargnés. Pilotes au mécano, ils avaient la corvée. Ça ne les fait pas trop rire, mais bon, pas grave. Pareil, toujours le site de Barbas, mais cette fois-ci avec les rares photos en couleur que l'on peut avoir. Avec au fond là-bas, on devine donc le château d'eau de la base d'Istres et puis là, au fond la base. Le mas de Russe, pour ceux qui le connaissent, hein, qui est après Saint-Martin de Crau. Et puis la route principale qui vient d'Istres à la base. Vous voyez, avec sa rangée de platanes. Tout ça n'existe plus, mais c'est assez bucolique pour le faire voir. Ça, c'est les Chanoines. Pareil, cette fameuse route qui va sur cette base. Et donc, ce que je vous disais, les baraquements, donc, Adrien en bois, avec donc les 2 masses qui étaient en dur, qu'ils ont réquisitionnés, qui s'appellent le mas du Tubé, d'où le nom du secteur du Tubé, et le mas d'Iran, qui était juste distant de 3 km, qui ont servi de chancellerie, c'est-à-dire donc de centre administratif, qui était en dur. C'était les seuls bâtiments en dur. Mais, là, on voit un incident, c'est un avion qui a été, avec le Mistral, qui s'est planté sur le hangar qui était en toile et en ferraille. Donc, vous imaginez très fort que ça n'a pas plu du tout. C'était pas le premier. Donc, il décide, vous voyez, l'avion il est bien encastré. Eh oui, c'était ou comme ça, là renversé par le vent là. Hein. Là, c'est le Mistral qui a fait son œuvre. Hein. C'est pas un avion qui s'est vaché tout seul. Non, là c'est. Et le gros problème qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a des mécanos ou des personnels qui ont voulu faire de la mécanique près du campement. Il y avait du Mistral et ils ont foutu le feu au campement.
Voilà. Donc, ça a accéléré le processus, vous voyez, ça a accéléré le processus de dire on va construire la base en dur finalement. Pourquoi la construire en dur? Parce que quand on a eu l'armistice de novembre 1918, l'état-major a fait donc ce qu'on appelle un recensement des forces, tout ce qui s'est passé pour l'effort de guerre, et s'est aperçu que Israël seul a permis à régénérer les 30% de pertes dues au combat aérien. Une seule base. Donc ils ont dit celle-ci, elle va continuer. Et comme la météo était clémente par le Mistral, je le dis bien, ils ont décidé de la construire en dur. Donc on voit bien la base. La route principale pour arriver, c'est ici. Et l'entrée de la base, vous voyez, c'est toujours la même. Il est ici actuellement, avec la place d'armes qui est là. Et vous pouvez voir que les bâtiments étaient construits en symétrie. Là, vous avez l'ancien campement avec les baraquements Adrian et les hangars Bessonneau de 1918. Une des bases, hein, parce qu'il y en avait d'autres, je l'ai bien dit, aux alentours. Hein. Et puis les premiers hangars que l'on voit ici, les hangars techniques, qu'on appelait, qui étaient des hangars faits par l'ingénieur Arnaudin, licence Eiffel. Parce qu'on a une légende urbaine qui nous dit, vous avez des hangars Eiffel. Non, c'est faux. C'est des hangars faits par un ingénieur Arnaudin, qui était un ingénieur spécialisé en aérologie. C'est pour ça que ces hangars sont si spécifiques, puisqu'ils sont rigidifiés par des poutrelles extérieures, avec des haubans. Il n'y a pas de fondation vraiment qu'on pourrait voir et à l'identique de certains bâtiments. Tout est tenu par donc des haubanages. Donc ces 4 hangars là, c'était les hangars aviation. Derrière, vous avez l'hangar technique, le SLT, qui existe toujours. Et puis tous ces bâtiments, donc c'était les bâtiments vie avec les bâtiments techniques et de part et d'autre. Voilà. Ça, c'était la physionomie de la base, telle qu'elle était en 1919. Qui c'est qui a construit la base? C'est les établissements donc d'Irama à Marseille. Et nous avons son petit-fils qui est chez nous dans les membres et qui nous a ramené la photo de son père là avec son associé avec sa carriole et donc l'entreprise Guiraman donc qui a contribué à construire cette base. Chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que on est toujours à la fin du premier conflit mondial et que la main d'œuvre donc des hommes, ils n'avaient pas beaucoup, ils étaient tous au front. Pour construire la base, on a fait appel au comptoir français en Indochine. Nous avons eu donc des Indochinois, des Laotiens, des Cambodgiens qui ont été réquisitionnés, qui sont venus donc construire la base que l'on voit actuellement. Voilà. Et donc, pour pas ameuter la population civile, ils ont vécu en autarcie. Malheureusement, je n'ai pas pu réutiliser le diaporama, mais nous avons, grâce à Hervé Guéramont, nous avons des photos où il y a des pagodes sur la base 10, où ils ont fait leur propre culture. Ils vivaient en autarcie pour justement pour que la population ne soit alertée, dire pourquoi cette main d'œuvre indigène chez nous. Voilà. Ces gens-là ne sont pas rentrés au pays pour la grande partie, et malheureusement leurs descendants ou eux-mêmes une grosse partie sont morts dans l'accident de la poudrière de Saint-Chamas quand elle a explosé, ou dans les décombres on a trouvé une quarantaine d'Indochinois. C'était la descendance directe de ces gens-là. Ici, vous avez donc actuellement, nous, c'est le bâtiment du GSBDD, ça va vous dire, mais à l'époque, c'était l'infirmerie. Vous voyez qu'elle était énorme, vu le nombre de promotions qu'il y avait, et le château d'eau, qui actuellement est en train d'être refait. Il ne sera jamais abattu parce qu'il est glacé. Donc, on est en train de refaire toute son étanchéité. Les gens, mais après, je sais pas. Là, on n'a pas pu savoir. L'ingénieur que je vous parlais, donc Ferdinand Arnaudin, qui était un ingénieur, donc spécialisé en aérologie. Vous voyez ce que je vous disais, ces hangars, c'est des poutrelles métalliques faites par Gustave Eiffel, hein, ça ressemble vraiment à la tour Eiffel, hein, et puis donc avec des haubans, hein, qui tiennent toute l'ossature. On n'a rien inventé. Le pont du milieu que l'on voit actuellement, qui est tenu par des câbles, c'est le même principe, modernisé avec la technologie d'aujourd'hui, mais le principe c'est le même. Pour vous dire que quand même, à l'époque, on construisait solide. Juste avant le Covid, donc en 1919, une société technique est venue avec des nacelles voir là-haut les galets tendeurs pour voir dans quel état ils étaient, puisque personne n'a été voir depuis. Ils ont fait des photos, ils voulaient pas le croire, même les ingénieurs. Pas d'usure, il manquait que de la graisse. On construisait solide à l'époque. Voilà le hangar tel qu'on le voit. Donc la petite tour de guet n'existe plus, mais les hangars tels qu'ils sont là sont toujours d'actualité. Cette base, donc, on la voit bien ici, les 4 hangars Arnaudin, le bâtiment du commandant base ici, l'escadron de soutien et de logistique technique qui est là, le SLT que vous avez vu par une vue aérienne, et puis là, donc,
c'est le début des raids aériens, puisque on passe après le premier conflit mondial, et entre les deux guerres, la base donc a servi de terre de record, terre de découverte, terre de raid aérien. Et donc là, c'est la croisière noire. La croisière noire, donc Villemain, l'instigateur, le patron de ce raid, donc ils ont défriché toutes les lignes de l'Afrique noire. Ça s'appelle comme ça. Hein. C'est pas péjoratif de dire noir, mais c'est comme ça. Donc il y avait des pays que l'on nomme plus aujourd'hui qui ont changé de nom. Il y avait le Congo belge, le Zaïre, la Haute-Volta, la Guinée-Bissau. Tout ça, ces pays ont changé de nom. Mais voilà. C'était donc, ils ont déchiffré avec les avions le domaine aérien. Donc on voit la base avec son évolution. Toujours pareil, ces fameux hangars et ces fameux avions. On voit une photo plus actuelle donc de ce hangar qui n'est pas classé au monument historique, mais classé au monument remarquable. La différence, et je veux bien le souligner, un historique, ça veut dire on le classifie et on le garde avec les constructions et la façon de le construire de l'époque. Le remarquable, c'est on garde son ossature, donc on garde donc ces fameuses poutrelles avec ses haubans, mais tout le reste a été changé. Le toit a été changé. Avant c'était de la tôle, c'est vraiment un toit, et tout le tour a été maçonné. Avant c'était que des pièces de métallique, voilà, que des tôles. Donc voilà, mais on garde toujours la physionomie du hangar. Pourquoi on a fait ce type de hangar là? Pour contrer le phénomène du Mistral, puisque vu qu'il était suspendu, il était relativement élastique. Le vent pouvait s'engouffrer en toute impunité par la grande porte principale, et à l'arrière on le voit pas, il y avait ce qu'on appelle les dépresseurs d'air, comme on voit dans les salles de bain ou ailleurs, les petits tourniquets qui tournent, et on faisait sortir l'air comme ça pour éviter une surcompression d'air à l'intérieur de ce hangar-là. Pas plus simple que ça, et très ingénieux. Le bâtiment du commandement base, qui aujourd'hui, après le bombardement, mais je reviendrai, n'existe, cette partie-là, exactement, la partie gauche ici n'existe plus. Il n'y a plus que 5 arches, et celles-ci, elles ont été écroulées, foudroyées par le bombardement de 43, mais j'y reviendrai. La base telle qu'elle était donc en 1919, on la voit bien, donc c'est une ossature, le SLT que je vous disais, vu sur l'autre côté, les hangars anodins FL là, et bien sûr, vous apercevez qu'au bout là-bas, il n'y a pas de piste. On décollait toujours sur l'herbe, hein, ou sur la terre. Donc, quelques façades de ces bâtiments. Ces deux bâtiments-là, c'est les nouveaux bâtiments de la chancellerie qui se trouvaient tout au bout, donc, de la place d'Armes et qui ont été rasés par les bombardements de 43. L'entrée de la base, ça vous parle, hein? Ça n'a pas trop changé, on l'a un peu modernisé, mais les deux pignons sont toujours les mêmes. Une photo en couleur de la place d'Armes, l'entrée de la base est là-bas. Pareil, donc toujours ces bâtiments. Et ces bâtiments, on voit bien aussi la construction, et ce que je dis souvent quand les gens viennent nous rendre visite au musée, on voit bien que l'arche inférieure est plus grande que l'arche supérieure. Pourquoi? Parce que les bâtiments ont été construits par les cavaliers, et qu'en bas c'était les écuries, et en haut c'était la partie vie. Donc, comme les officiers ne mettaient pas pied à terre devant le bâtiment, mais dans le bâtiment, pour éviter que le front touche, il valait mieux que le plafond soit plus haut. C'est normal. Voilà, un des bâtiments. On va passer un peu. Les petites résines, à dire des petites locomotives, et surtout donc des gros rouleaux compresseurs, parce que la terre de Crau, il n'y a que des cailloux, et qu'à un moment donné, il faut bien les écraser pour en faire des petits graviers, et que ça puisse être praticable par les hommes de troupe et puis par les gens qui étaient là. Donc on avait des petites résines, et elles nous ont servi aussi à donc transporter des matériels qu'on avait besoin d'un point A à un point B sur la base, puisqu'elle est quand même énorme cette base, hein, et j'en reviendrai tout à l'heure. Voilà, d'autres photos, la cantine, pour bien manger, et donc cette fameuse infirmerie, donc assez grande, assez dimensionnée. Les premiers certificats d'aptitude physique pour les pilotes d'avion, donc vous voyez, les papiers avec le centre d'examen médical de l'aéronautique, voilà, et on disait, ben, toi tu es apte, donc ils avaient ce certificat-là. Et les infirmiers, très souriants les infirmiers, hein, ça faisait plaisir à voir, on avait vraiment tout intérêt à les faire vacciner ou à se faire ausculter. Mais bon, c'était comme ça. Le poste de garde, et là, il est assez anecdotique, cette entrée, parce que l'on voit ici, un pigeonnier. Parce qu'à l'époque, eh ben, c'était le pigeon voyageur, pour correspondre. C'était pas encore les moyens élaborés que l'on avait après. Hein, le pigeonnier, il était là, voilà.
Et pendant la guerre, il a fallu créer une monnaie. Parce que la France était au plus bas et au plus mal. Donc là, vous avez 25 centimes. Et de l'autre côté, vous voyez marqué Cercle des sous-officiers aviation Istres. Avec l'aile et les listes stylisées que les militaires portaient sur la vareuse. On ne portait pas encore l'aile comme on voit stylisée armée de l'air. On portait cette aile-là. C'était le signe distinctif des aviateurs de l'époque. Les hangars pour réparer les avions, les ESLT, où on voit donc les mécanos, les premiers mécanos, à réparer les avions en grande quantité. Parce que là aussi, il fallait tout créer. Au tout début du premier conflit mondial, c'était des constructeurs, c'était vraiment de l'artisanat. On faisait 1, 2, 3, 4, 5, voire 10 avions grand maximum. On a produit des centaines, voire des milliers. Donc il fallait qu'il y ait des hangars suffisamment adéquats pour réparer en masse les avions qui étaient défectueux ou touchés en plein vol ou partiellement détruits. Donc voilà, les entoileurs et les quelques ouvriers qui venaient travailler aussi bien sur les cellules que sur les moteurs. Nous avons aussi eu la première femme aviatrice. En réalité, c'est pas, alors on appelle ça aviatrice, mais elle a pas pris elle a pas volé. Elle faisait partie de la spécialité des entoileuses. C'était une Grançoise, Joséphine Nesne. Elle est morte à 104 ans, cette personne. Et elle fait partie donc ces mécaniciens qui, avec un badigeon qui était mélangé entre de l'huile, de la graisse et de la colle, passer ce badigeon sur les toiles pour les rigidifier, pour tendre la toile, pour faire comme si c'était une structure de fuselage de l'avion. Voilà, les entoileuses. Les mécanos auprès de leur avion. Bien sûr, le perruquier ou le barbier, comme vous voulez, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque. La vie qui se passait donc dans la garnison, sur la base d'Istres, donc avec des photos d'époque. Les premiers avions qui font donc là un passage au-dessus de la base. Et bien sûr, la première instruction au sol des moteurs et des rudiments de l'aviation. Et là, je peux vous dire que c'était assez folklorique, parce que je ne sais pas si je l'ai après, le brevet, non, il n'y est pas. On apprenait à piloter en 35 heures de vol. 35 heures de vol, quoi, 35 heures de cours. Il y avait 15 heures de théorique et 20 heures de vol. La théorie, c'est simple. Parce que nous, on l'a lu, donc je peux vous expliquer comment ça se passait. On prenait le candidat et le pilote, on le faisait asseoir sur un siège qui ressemblait tout sauf à un siège de pilote. On lui mettait ce qu'on appelait le manche, qu'on appelle vulgairement chez nous le manche à balai, parce que le manche, quand on le bouge, c'est comme si on le balayait. En vérité, il donne des actions primaires sur l'avion. C'est-à-dire quand on pousse, on descend, quand on tire, on monte, gauche-droite, gauche-droite. Donc quand il avait saisi ça, et qu'il n'y avait pas encore de moyens, d'instruments qui viendront que plus tard, on lui disait, mais t'es bon à monter dans un avion. Ok. Donc on mettait dans l'avion, et là, il essayait tant bien que mal de mettre des gaz, et d'essayer de tirer comme un fou furieux sur le manche, pour que l'avion puisse décoller. Ça marchait pas toujours. Voire, pas beaucoup. Mais ils y arrivaient, donc, malheureusement, on devait nous repasser un film, et puis on l'a pas eu à temps et heure voulu, mais on voit les balbutiements et le début du décollage, où les avions faisaient des ricochets sur la plaine, mais c'est comme ça. Voilà. Mais ça a marché, puisque l'avion finalement il était assez simple à piloter, puisqu'il y avait pas beaucoup de combinaisons possibles sur celui-ci. Les premiers avions écoles, c'était ceux-là. Les caudrons du nom de constructeur, hein, comme Blériot, comme Farman, comme tous ces constructeurs-là. Le caudron G3, qui n'était pas du tout un avion école. C'était un avion qui était monoplace, hein, il y a juste la place ici du pilote. Donc vous imaginez quand même qu'il fallait avoir une sacrée dose de courage pour se dire on va monter dans un avion qu'on ne maîtrise pas du tout, à part les quelques balbutiements, et qu'on va essayer de décoller avec. Voilà. Un des pilotes devant le caudron G3, et puis donc les premiers instruments pour dire comment l'avion faut se situer, que l'on voit ici, qui est un compas, qui était donc gradué de chaque côté, et selon l'inclinaison par rapport au sol, ils avaient des repères par rapport au sol, ils savaient l'avion, le plus ou moins, l'angle qu'il avait de piquer ou de monter par rapport à un point relatif au sol. Voilà. Assez rudimentaire, mais ça marchait. Pareil, donc, les avions à moteur rotatif. Ça aussi qu'il faut savoir, c'est que le moteur, toute cette partie-là, mécanique, là, avec les cylindres, là, qui sont les cylindres, ça tournait. C'était pas l'hélice qui tournait, c'était l'ensemble du moteur qui tournait. Vous voyez, les premiers brevets de vol, vous voyez,
37 heures et 55 minutes. Les carnets d'emploi et le brevet militaire d'aviation pour former les pilotes. Le premier breveté pilote, Émile Rohr, et on voit bien encore l'appartenance à l'armée de terre. La redingote n'était pas du tout armée de l'air. On avait encore l'identification des escadrons sur le col comme dans l'armée de terre, et le béret comme dans l'armée de terre. Il y avait juste le petit distinctif du premier oiseau là-haut, le charognard, voilà, pour dire qu'on était vraiment armée de l'air. Voilà. Les premières tenues de pilote. Le premier insigne de l'école de formation d'Istres. L'un des tout premiers. Et puis donc, les débuts des avions. Et après, ils ont quand même fait feu de tout bois. Ils ont commencé à mettre des avions biplaces, vous voyez. Là, on voit bien donc l'élève devant, l'instructeur derrière. Et en vérité, comme l'avion était partiellement désentoilé, qu'il ne pouvait plus voler, devant, on mettait des balancines pour stabiliser l'avion, pour pas qu'il cabre, pour pas qu'il vienne en cheval de bois. Et on appelait ça des rouleurs. On apprenait donc à mettre les gaz et à dépasser l'avion au sol avec ces avions-là. On n'utilisait pas des avions bons pour la guerre. C'était assez ingénieux. Les hangars des escadrons, puisqu'il y avait 3 escadrons à l'époque, vous voyez encore des rouleurs ici, des vieux avions qui ont plus lieu d'être. Et puis donc, l'évolution de l'école de pilotage, vous voyez, de nombreux avions avec, sur votre droite ici, les hangars Arnaudin Eiffel, et puis on décolle bien sur l'herbe. L'armistice est signé, donc en novembre 1918. Et puis donc commencent donc les premiers, on va dire, exploits aériens. Donc de la voltige ici, donc récompensé pour son record de vitesse. Ça vous dit quelque chose, ce personnage? Ta tête, elle vous parle ou pas? Mermoz, exact. Breveté ici en 1927, voilà. Et puis donc avril 1925, le centre d'instruction d'aviation qui prend son essor. Et donc on voit bien ici, donc c'était une plaquette qui était remise à l'époque. Centre d'instruction de l'aviation, donc on voit bien donc cette vue générale de cette base. Donc je passe, on a toujours des vues aériennes de cette base, une prise d'armes avec donc un défilé aérien, les pilotes, toutes les promotions qui venaient donc apprendre les rudiments de vol. Là, la pause casse-croûte ou la pause d'attente pour que les avions qui faisaient les vols reviennent et on monte d'autres pilotes à l'intérieur. Voilà, on voit toutes les poses de ces gens-là. Et on voit bien les tenues quand même qui étaient rudimentaires et pas évidentes, puis c'était des tenues pleine peau, que du cuir, donc assez lourd quand même pour et pas tout à fait à l'aise pour être dans un avion. Pareil, beaucoup de casse, comme je vous disais, balbutiement de l'aviation, voilà, ça se passe en casse. Un des pilotes ici qui a été breveté militaire, voilà, Charles Ebral. Pourquoi je l'ai mis et pourquoi celui-là et pas d'autres, c'est qu'un jour j'ai fait donc une conférence et il y avait sa fille et son fils dans l'assistance. Et ils m'ont dit, nous on a des photos de mon père tel qu'il était à l'époque. Je dis, passez-les-moi. Et quand j'ai refait, je les ai invités, je leur ai rien dit et ils ont vu donc le brevet d'aviation de leur père et lui donc leur père là en grand tenue d'aviateur. J'étais assez ému, vous voyez. Ce qu'on dit toujours, le macaron, vous voyez, de pilote sur le côté. Voilà, le brevet. Et donc, là, il a fait 17h53 et 123 atterrissages. Ça laisse quand même rêveur. Les avions évoluent, les promotions évoluent, mais les uniformes, c'est toujours dans l'armée de terre. Voilà, donc des prises de vue aériennes, je vais passer un peu plus vite. Toujours pareil, l'évolution. Les avions sont de plus en plus sophistiqués, jusqu'à l'avènement donc du deuxième conflit mondial. Une prise d'armes, comme ça se faisait à l'époque, donc toujours pareil, en tenue strictement militaire de l'armée de terre. Les avions qui deviennent de plus en plus rapides et de plus en plus aérodynamiques, mais toujours en version biplan. Chaque plan permettait de sustenter dans l'air. Au plus on mettait des plans les uns sur les autres, au plus on avait la chance que l'avion soit de plus en plus porteur dans l'air. C'était ça le but. C'est pas pour faire bien. Voilà, les effets d'époque. 31, l'école de formation des officiers du personnel navigant de l'armée de l'air. Avec le premier drapeau qui est au musée. Pour ceux ou celles qui ont déjà vu le musée, il est ouvert. Voilà, le premier drapeau. Les premiers pilotes, vous voyez, l'évolution. On commence à voir l'évolution des uniformes avec les charognards de chaque côté, les grades qui apparaissent.
le macaron de pilote et toujours un seul boutonnage, au lieu de double boutonnage comme avait l'armée de terre. Ça commence à prendre forme, mais ça va évoluer. Toujours les avions, donc, et là c'est le groupe des Caudron 59, là le groupe des Morane 230. Vous voyez, au fur et à mesure que l'on montait en puissance dans l'aviation, on avait différents types d'avions pour se spécialiser. Voilà. Et on voit donc l'évolution de ces avions au fur et à mesure. Le jour de la casse, voilà. Le pylône, quand on dit un pylône, c'est l'avion, il tape droit. Voilà. Le président de la République française, donc, donne les grandes directives pour que la base perdure et puisse donc faire de l'écolage. Et on arrive donc à Pichon qui est ici, donc avec l'une des premières tenues de l'armée de l'air. Donc la casquette, en haut l'aile, et puis l'aile ici qui est brodée avec son étoile en avant, l'étoile qui différencie tous les pilotes des mécanos, bien sûr les décorations, et on voit bien donc les petites épaulettes avec les galons or sur le côté, ça c'est une prestige, et puis les galons qui étaient sur la manche. Voilà. Typiquement armée de l'air. Les promos aussi qui évoluent, les tenues pas trop, mais ça évolue quand même. Les prises d'armes sur la base d'Ist, donc là sur la place principale, hein, puisque si on descend de ce côté-là, vers le bas, on est sur l'entrée de la base. Bâtiment. Et puis, qui c'est ce Charles Trenet, bien sûr, qui a fait son service militaire dans les années 1930. Et donc, une anecdote de Charles Trenet, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout conformiste, donc il ne se faisait pas du tout le côté rigide de l'armée de l'air ou des armées en général. Donc à chaque fois, il faisait le pitre et souvent il était au cachot ou au pain sec. Et puis un jour, il fait le mur. Et puis il va avec son impresario, comme son premier impresario, il va donc sur le Prado à Marseille pour faire donc faire la chansonnette comme on dit. Et il avait la boule à zéro. Et comme il avait envie encore de se démarquer, il avait un gros monocle. Donc il faisait une tête d'ahuri. Et quand son impresario l'a vu pour le présenter, parce qu'à l'époque l'impresario prenait la parole et présentait la vedette, il était tellement désappointé qu'il a dit j'ai un fou avec moi et le nom de Fou Chantant est arrivé de là. Voilà. Dans la cellule où il séjournait souvent, il y avait, et malheureusement on n'a pas su le garder, mais je l'ai su par un des historiens qui avait à l'époque sur le CPAI, sur le musée que l'on anime, m'avait expliqué que sur un des murs, il y avait les premières partitions de Charles Trenet sur « Il y a de la joie ». En vérité, c'était un pied de nez qu'il faisait à l'armée, parce que c'était pas la joie du tout. Et donc, il avait commencé à faire ses premières gammes là sur l'un des murs de la prison. Il allait chanter aussi près de l'hôtel de ville, hein, vous reconnaissez la place, voilà. Et puis, une des affiches qui commenceront à le faire connaître, qui était donc avec Columbia, hein, puisque c'était le truc de disque à l'époque qui faisait la promotion. L'évolution de la base, donc on voit que finalement les bâtiments sont toujours les mêmes. Hein. Et puis donc, on commence aussi à dire que l'avion c'est quand même risqué et qu'il faut trouver un moyen pour s'en échapper. Donc les premiers macaronages de parachutistes. Il faut savoir que tous les personnels navigants dans l'armée de l'air doivent effectuer 4 sauts en parachute. Et ils sont macaronnés à l'issue du 4e saut. Pourquoi? Parce que si l'avion est à perdition, ils doivent savoir donc utiliser un parachute, ce qui est normal. Je vais vous mettre une petite vidéo, si elle fonctionne. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Je vais l'arrêter. Hop, hop. Voilà. Oh. Stop, 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 stop. Je reviens ici, un petit peu ici. Voilà. C'est une vidéo qu'on a trouvée sur Rai Uno, les archivistes, voilà, qu'on a trouvé sur l'Italie. Et pourquoi les Italiens ont fait ce reportage, on ne le sait pas. Hein. Mais par contre, ça fait bien voir la tour de saut qui a été mise en place par le capitaine Jay de l'époque, qui donnera après par la suite, lorsqu'il partira dans le Vaucluse, au quartier Jay sur Orange. Hein. Et ce capitaine-là, donc, a décidé de pouvoir apprendre le balbutiement donc des parachutes sans avion. Donc, il fait une tour de saut, une grande tour qui est implantée sur la place d'armes de la base d'Istres
Et là, ben, vous voyez les rudiments, comment ça se passe. Non, mais le son, il est en haut, mais il n'y a pas. Ouais, il est coupé. Ouais, mais c'est l'italien. Hein. Che ha per scopo di abituare il personale all'uso del paracadute. Voilà, vous voyez la tour. Voilà, c'était assez archaïque, mais ça marchait. Donc là, on ralentit. Dopo un periodo di allenamento, si passa a discese effettive da bordo di apparecchi in volo. Et après, il a été sur Peugeot, donc où il a fait son centre de parachutisme. Et donc là, on sortait vraiment d'un avion en tout automatique. Voilà, donc Captain Jay, qui était donc voilà, donc c'était l'instigateur de son parachute, là avec les deux acolytes, voilà, avec donc ce qu'on appelait à l'époque, et qu'on appelle toujours donc parachute ventral et parachute dorsal dans le dos, toujours deux parachutes, un qui va secourir l'autre. Et là donc c'est à Peugeot donc en 35-39, voilà, toute la promotion là qui apprenait à sauter en parachute. C'était assez archaïque à l'époque puisque ils avaient ce qu'on appelle un genre de pupitre qui était placé sur une aile au tout début et jeté dans le vide comme ça. Et après ils ont appris à mettre un tout automatique, c'est-à-dire le sac dans le dos avec le parachute, une sangle et qui vient se rattacher à un câble. Et quand on sort, le câble étant rattaché au câble de l'intérieur de l'avion, vous tire automatiquement le parachute. Vous ne faites aucune action. Voilà. Mais au début, il a fallu se jeter tout seul dans le vide. Il fallait en vouloir. La place d'armes avec donc cette fameuse tour, vous voyez, assez haute. Et l'implantation de cette tour donc partout sur la base. Donc on voit bien ici les photos, voilà, de largage de parachute sur la tour. C'était rudimentaire, mais ça marchait. L'école pilotage terrestre de la marine, on n'en parle pas souvent, mais l'école, vous voyez, 1919-1939, elle a vécu en osmose avec l'armée de l'air. On dit toujours, nous on appelle ça vulgairement les chis dans l'eau, mais c'est pas ça. Et nous les marins nous appellent les gonfleurs d'hélice, mais c'est pas grave non plus. Mais en vérité, on a vécu longtemps avec eux. Et il y a eu une école qui était en même temps que celle de la base d'Istres, c'était celle de Berre. Et ça, pas beaucoup de gens sont au courant, à part les Berrois qui en parlent souvent, avec légitimité parce qu'ils en sont fiers. Et l'école, donc, ben, un petit aperçu avec donc l'écusson, donc l'insigne de la base aéronavale d'Istres et de l'aéronavale aussi, puisque en haut, vous voyez, ici vous avez l'ancre marine avec les ailes aéronavales. Voilà comment c'était sur Berre-l'Étang. Pour ceux qui ont dû aller sur la ville de Berre, quand vous allez sur le bras de mer, à un moment donné, vous avez ces deux hangars là, quoi. Un paquet de ces trois hangars là, mais il en reste deux. Je sais plus lequel qu'ils ont conservé. Il y en a un, il y a la piscine municipale, et l'autre c'est un hangar vide. Mais ce sont les hangars donc de la base aéronavale de Berre. Donc avec leurs avions. Donc ils faisaient la formation initiale école sur la base d'Istres, et après, une fois qu'ils avaient le balbutiement de vol, ils allaient donc faire leur formation sur le domaine maritime, puisque c'était en général que les hydravions. Hein, voilà. Donc tous ces avions-là. Là, c'est les avions école sur la base d'Istres, hein, vous voyez, avec les hangars anodins derrière. Mais des avions, pour la marine, voilà, on voit pas très bien, mais il y a une ancre marine sur la dérive ici. Voilà. Les avions, qu'en aviation, vous voyez, en plus je vais passer un peu vite, vous voyez, on voit bien l'ancre marine sur la dérive. Vous voyez. Les hydravions Calcutta, voilà, c'était une grosse base. Ici, une prise d'armes, macaronnage, donc brevet de pilote de l'aéronavale. On distingue les pilotes de l'aéronavale parce que dans les grandes cérémonies, ils ont des sabres. Tandis que nous, dans l'armée de l'air, nous avons des dagues, des petits poignards. Si vous avez déjà vu des militaires en grande tenue, on a une petite dague. Bon. À la différence des marins qui, eux, ont un sabre. Les hangars marines qui étaient repris par pour les marins, pour la présence des marins. Mais la base a servi aussi de terre de record.
et de terre de recherche en aéronautique civile. Donc là, on a un avion qui est un avion de vitesse, recherche de vitesse, donc on va bien, pas une forme normale, très arrondie, très fuselée, pour aller très vite. C'était le début des records de vitesse. Voilà, donc avant son vol, le pilote, vous voyez, la cigarette au bec, ça on voit plus. On a eu aussi des raids aériens, différents raids sur cette base. Donc, France à Madagascar, on a traversé plusieurs fois la Méditerranée. On a eu des pionnières de l'aviation. On a eu, comment elle s'appelle, la petite, elle va pas me revenir, à moins qu'elle soit là. Voilà. Lena Berstein, cherchez. Lena Berstein, donc, a fait un raid, donc, avec un tout petit avion, un Anzio, qui avait un moteur 20 chevaux. Moi, ça m'a toujours étonné, cette frêle jeune femme. Quand on la voyait, les photos, on aurait dit que c'était quelqu'un qui faisait du maïkina ou de la mode. Et en vérité, c'était une pilote. Et elle avait décidé, avec ce petit moteur, cet avion de 20 chevaux qui ressemblait plus à l'avion de Oui Oui qu'à un vrai avion. Elle a décollé par bons successifs. Elle est allée jusqu'en Libye. Voilà. Enfin, sans instrument, sans rien quand même, hein, je le répète. Hein. Voilà. Donc, les équipages, l'Alouette et Permangal, voilà, qui ont fait des raids, Doré et Le Bris, avec l'oiseau Le Bris, voilà, plein de records. Ça a été un terrain exclusivement dédié à ça pendant donc les deux guerres. Voilà, on voit ici donc le Zanzi de tous ces avions, et puis donc l'aviatrice qui est ici, hein, si je vous parlais, Lena Berstein, vous voyez, très élégante, et ben c'est une femme pilote. Voilà. Coste avec donc son Le Bris. Ouais, et les avions déjà ont fait rechercher la vitesse avec le carénage sur les roues pour pas que ça flotte dans l'air, le carénage aérodynamique, les ailes vraiment arrondies pour que ça aille le plus vite possible et que ça flotte le moins dans l'air. Et on a vu ce qu'on appelle à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, la piste dite huilée. Pourquoi la piste dite huilée? Elle faisait 1,8 km de long. Elle a été construite dans les années 20, entre 20 et 25. Pourquoi huilée? Parce que les avions pissaient l'huile et l'essence. Et donc, avec le soleil, ça faisait des reflets comme si c'était toujours gras ou huilé. Donc, le nom est resté. Voilà. Ici, Kodos et Rossi, qui ont fait donc, avec ici, le Joseph Le Bris, cet avion-là, un record de traversée, donc avec tous les points où ils ont traversé. Et puis, nous avons eu d'autres, voilà, Hélène Boucher, d'autres aviatrices très connues, qui ont fait des records de vitesse sur la base d'Istres. On a eu aussi donc le général Villemain que l'on voit ici. Et puis, je vous disais tout à l'heure, la croisière noire, donc, pareil, avec donc ici à l'époque le général Villemain avec tous ses pilotes, point fixe avant le départ. Donc, tous ces raids-là ont formé et forment toujours donc l'histoire de la base d'Istres. Il n'y a pas qu'une partie militaire. Depuis pratiquement sa création, on vit donc d'un commun accord et en bonne osmose entre la partie aéronautique civile et la partie militaire, et elle date donc depuis l'entre-deux-guerres. Un caudron Renault de vitesse, voilà, donc vous voyez que c'est un avion quand même très profilé avec la partie donc visible, les deux hublots de chaque côté et un tout petit carénage, voilà, pour la visibilité du pilote. Voilà, le caudron. Donc là, il a fait son raid sur Paris-Saigon, hein, c'est marqué en dessous. Et là, donc, le Typhoon, donc un avion pareil, produit par Caudron, avec donc tout le staff et tous les pilotes qui allaient voler là-dessus, Delmotte à son bord. Et donc on voit bien avion Caudron marqué, des avions de vitesse. Pareil, on revient sur le Joseph Le Bris, et puis on a les avions cousinés, drôle d'avion. Quand on voit, vraiment pas conventionnel, pas de dérive, vraiment noyé dans la masse, en forme d'ellipse, presque une banane. Avec les carénages devant, c'était exclusivement pour aller vite, gagner la vitesse et aller le plus loin possible. Voilà. On l'appelait l'arc-en-ciel parce que sur ses ailes ici, de chaque côté et sur le fuselage, il y avait donc les anneaux de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, pardon. Voilà. Donc l'arc-en-ciel au départ, avion cousiné, et puis le départ, le raid avec donc Mermoz à l'intérieur. J'étais un peu vite, voilà. Avec donc toutes les cinéastes et tous les gens qui faisaient les reportages. La presse était là, était conviée. La première tour de contrôle,
qui était juste derrière le bâtiment. Vous voyez, on aperçoit là-bas le château d'eau. Donc, on était juste derrière le bâtiment de commandant base, à la hauteur pratiquement des hangars Arnaudin Eiffel, et qui, elle, disparaîtra quand les Allemands partiront de la base et la feront sauter. C'est la toute première tour de contrôle que l'on avait. Bon, ça, c'est un avion qui a eu un crash, normal, des fois des atterrissages un peu durs, des amiaux, hein, des bombardiers moyens, voilà, et des blocs. Et puis, l'invasion de cette base, donc, on est dans le deuxième conflit mondial. Et là, on arrive donc, on faisait partie donc de la partie sud qui était administrée par Vichy à l'époque, hein, pour rappeler les plus anciens, et aux jeunes aussi ce que c'était que l'histoire. Et puis donc Hitler fait fi de tout ce qu'il avait pris comme engagement, il décide donc d'annexer le sud et annexe la base d'Istres, donc elle est sous commandement allemand, donc la triste photo de ces trois gamets sur la place d'Armes. Voilà. Ils étaient logés donc pas loin d'ici, le long de l'étang de Berre. Et puis donc on voit bien ici donc cette base, la base elle est ici là, hein, avec ses infrastructures, et tout autour, vous voyez, il y avait toutes les défenses antiaériennes allemande, tous ces petits bunkers. Quand on se promène, on voit encore ces cairns ces fondations en béton ou les embases de l'artillerie, donc de la flak, qui était donc sur la base et qui sont restés. Voilà. Ça c'est un des fortins allemands. Allez. Et puis les embases, comme je vous disais, les embases des DCA allemandes qui sont encore sur la base présente. Voilà. Donc le canon de 88 qui était connu, hein, et la présence des Allemands. Les Allemands, donc, n'ont pas fait qu'annexer la base, ils ont aussi agrandi la piste. Elle est passée à 2 km 400. Donc là, on les voit dans leur campement, et on les voit en train de travailler sur la base. Donc on voit bien derrière les hangars de l'escadron numéro 3, et la base, elle est derrière, elle est par là. Voilà. Mais cette base aussi a servi aux bombardiers moyens Dornier DO-217 et Henkel 111, qui est les bombardiers moyens allemands à l'époque, pour donc expérimenter ce qu'on appelle les premiers tirs des missiles filoguidés. Donc là, il y a une 88, et puis vous allez voir, voilà, Dornier DO-217, et sous sa plume ici, là, comme la plume c'est l'aile, hein, c'est les premiers Henkel missiles filoguidés, Henkel 293. Ils ont permis de couler au large de la Sardaigne, donc, le cuirassé Roma, qui voulait se rendre, les Italiens avaient viré de camp, voulaient se rendre aux Alliés, et les Allemands, ils ont torpillé et coulé le Roma grâce à ce missile-là. Donc voilà. Et un autre missile, le Fritz X aussi, qui était un missile filoguidé. Voilà, la maquette ici. Les Allemands étaient technologiquement très en avance. Le fameux Henschel 293 ici, piloté donc depuis le poste de pilotage, grâce à un fil qui est délové derrière le missile. Voilà. Ça, c'est au-dessus donc de l'étang de Berre, hein. Et là au-dessus donc des Alpilles. Joppe, alors j'articule son nom, hein, mais c'est bon, le grand patron donc de la Luftwaffe 100 qui était donc ici à Istres avec les Dornier 217. Et là donc un de ses assesseurs qui remet les médailles pour fait de combat aérien et pour avoir coulé le cuirassé Roma. Les Allemands sur donc la balustre d'un des bâtiments DLC. Je dis toujours que ces bâtiments-là, s'ils pouvaient parler, ils nous raconteraient des drôles d'histoires. Et puis donc, la base bombardée en 1943. Et donc, le bombardement assez violent, 43. 4 box de B-17 comme ça, bombardier moyen américain. 4 box de 20 appareils, donc au total, un mass raid qu'on appelle donc de 80 appareils, qui a commencé à bombarder à partir de 10 h le matin, qui s'est fini sur les coups de midi. Les Israéliens ont un souvenir assez marquant parce qu'ils disaient que même que la base soit éloignée, ça vibrait partout, comme s'il y avait un tremblement de terre. Ils sont venus donc bombarder la base d'Istres, ils ont bombardé le nœud ferroviaire de Miramas et ils ont bombardé la base de Salon. Donc ils ont fait un croissant et après ils sont repartis. Malheureusement, 2 avions ont été perdus dans ce mass raid-là. Le Homsick Angel, donc le bateau volant, et le Stardust. L'un s'est abîmé dans l'étang du Laval-Duc à côté. L'autre s'est abîmé à la Phare les Oliviers. J'ai 2 histoires truculentes, mais ce serait trop long à vous raconter. Mais grosso modo, la première histoire, c'est que quand a été récupéré les restes de l'avion dans l'étang de Laval-Duc, quand ils l'ont asséché, parce que c'est pas un bassin naturel, c'est un bassin fait par l'homme, hein, où on y mettait de la potasse. Donc il a été asséché pour le rendre étanche, plus ou moins étanche. On a retrouvé les restes du B-17, on a retrouvé surtout ce qu'on appelle l'identification des pilotes, c'est-à-dire les chaînes
où dessus sont estampillés leur date de naissance et leur résus. C'est obligatoire, tous les pilotes l'ont. Donc ils ont retrouvé ça, ça a été transité par l'ambassade des États-Unis en France, et puis on pensait que c'était tombé dans l'oubli. Et quelques années après, Bernardini, le maire actuel, a reçu des courriers, nous avons reçu du courrier, le colonel qu'on a à la base de l'époque a reçu du courrier, et les gens ont témoigné, remercié la France pour qu'ils ont pu faire le deuil de leurs disparus. Et ils savaient où ils étaient morts. Donc ça a tellement ému tout le monde que Bernardini a décidé que le dernier carrefour qui va sur la route donc du Laval-Duc, le carrefour du Ranquet, soit débaptisé et soit baptisé du nom du bombardier, la Music Angel. Voilà. Donc on a eu une cérémonie et depuis, on est toujours en communication avec ces gens-là. Voilà. L'autre fête, le Stardust, c'est un jour je faisais donc pas une conférence mais une présentation, dans une foire de la base. Et un monsieur est arrivé, il m'a dit le bombardier, moi j'étais gamin, je l'ai vu se cracher dans les champs d'oliviers de mes parents, parce qu'à la foire des oliviers, il y avait les oliviers. Et donc il raconte que ils arrivent à récupérer le pilote, le copilote et le mitrailleur de dos, puisque à l'époque il y avait aussi une mitrailleuse de dos ici. Les autres étaient parachutés, ils avaient été fusillés par les Allemands. Donc les trois, ils les ont cachés dans la grange, cachés dans la paille, au risque de se faire fusiller aussi. Les Allemands ne les ont pas retrouvés, ils les ont exfiltrés. Donc les maquisards les ont pris et on pensait aussi que c'était perdu cette histoire-là. Et en vérité, le pilote, ça l'a tellement marqué cette histoire-là, c'est que il a toujours dit, j'écrirai mes mémoires et je témoignerai que je suis né 2 fois. Une fois par ma mère, une fois par ces gens-là. Et donc, il a été donc démobilisé suite au deuxième conflit mondial. Il était pilote de bord à la Pan American Airways, à l'époque une grande compagnie américaine qui n'existe plus. Chef de bord sur 747. Et quand il a été mis à la retraite, il a mis en pratique ce qu'il avait dit. Il a écrit ses mémoires. Et le livre s'appelle Stardust, un avion pour la vie. Et il l'envoie parce qu'il se rappelle bien les gens, il avait une mémoire d'éléphant, il se rappelle bien qui étaient ces gens et où il était, à faire les oliviers. Donc le bouquin arrive. Et bien sûr, les post-it tout écrit en anglais. Et à l'époque, quand c'est arrivé dans les années 60, peu de gens parlaient l'anglais. Donc, les 3 référents qu'il y avait dans un petit village à l'époque, c'était monsieur le curé, monsieur le maire et l'instituteur. C'est vite fait, hein. Donc monsieur le curé a dit non, mes amis, moi, par mes paroissiens, je ne sais pas parler l'anglais. Le maire, non, moi non plus, c'est pas une langue que je maîtrise. Par contre, l'instituteur, peut-être. Donc l'instituteur, ils vont le voir. Il dit moi non, mais il y a mes homologues qui ont ouvert une pratique de la langue étrangère, la langue anglo-saxonne à Marseille, je vais leur envoyer. Il leur envoie, il commence à traduire et son collègue essaie de le contacter rapidement, il lui dit mais il parle de tes parents, le pilote parle de tes parents, le descriptif c'est forcément tes parents que je connais. Et donc au fur et à mesure, en recoupant, effectivement, c'était bien ses parents et depuis ils sont toujours en communication. Je sais plus si c'est de ce monde, mais à l'époque quand on en a parlé, ça date d'avant le Covid, il avait déjà 93 ans, le pilote de bord. Et paraît-il, et on l'a enregistré, il ne chevrotait pas du tout. Mais l'histoire, elle est belle, parce que dans un truc quand même relativement tragique, puisque c'est la guerre, on arrive à avoir de belles histoires. Voilà. Le B-17, bombardement des moyens, le bombardement de la base, j'aurais dire, colonne de fumée. Et puis les Allemands, donc avec ce qui reste des bâtiments, hein, que vous voyez que ça avait été quand même bien impacté, hein. La base a bien été détruite puisque toute la partie, quand on rentre, toute la partie gauche de la base qui était construite en symétrique a été rasée. Et ça a été donc après le renouveau de celle-ci. Vous voyez, on voit tous les décombres, le reste de la tour, les bâtiments qui sont pulvérisés. J'ai essayé de vous trouver une vue générale. Voilà, une vue générale. Il reste pas grand-chose de la base, hein. Voilà. Donc elle a bien ramassé. La tour de contrôle aussi donc a été bousillée par les Allemands, pétardée. Voilà, donc je fais le tour, hein, voilà. Et voilà une vue aérienne, donc on voit bien, vous voyez, l'entrée de la base, elle est ici, la place d'armes, vous voyez que tous ces bâtiments-là ont été détruits, 3, 4, 5, 6, 7, et ceux-là ils sont pulvérisés, il n'y a plus de toit, et là aussi devant il y avait encore quelques dommages, et là ce bâtiment-là, on l'a gardé comme ça, cette partie-là maintenant, il y a une esplanade là, et c'est un témoin visuel du bombardement de 43. Aujourd'hui, ce bâtiment-là témoigne donc du bombardement de 43, y compris le bâtiment du commandant Basse, que je disais. Il y a 2 arches qui ont disparu. Et voilà, 2 arches qui ont disparu suite au bombardement. Il reste des avions allemands qui ont été abattus. Les B-17 sur la base d'Istres, bombardier moyen. Les B-26 aussi. Les B-26 Marauder aussi, puisque la base a servi de transit.
les avions arrivaient de l'Afrique et donc faisaient escale technique et après aller au combat, au fur et à mesure repousser les Allemands vers leur pays d'origine. Donc là, c'est des P-51 Mustang français, des King Cobra français aussi. Voilà. 45, ben, la Renaissance. Prise d'armes, libération. On recommence donc et on reprend les mêmes et pareil, grande cérémonie et au fur et à mesure on reconstruit. Passage donc des forces aériennes stratégiques américaines, donc le SAC, les bombardements avec les gros bombardiers B-29, et puis donc une pseudo-escale aérienne. Elle a vivoté de 45 dans les années 50. Elle servait donc de base de recherche et de sauvetage en mer. Donc de ces avions-là qui faisaient ce qu'on appelle du SAR, du Search and Rescue. Début de construction donc des centres d'essai en vol. Donc on voit ici le début des hangars. Reconstruction de la base bien sûr. Déblaiement de tout ce que l'on pouvait trouver. Donc des travaux d'infrastructure importants. Début aussi donc de la création du centre d'essai en vol aussi. Et du centre d'essai en vol de chez Dassault Aviation. Donc le début, vous voyez, on voit bien les hangars. Et là, c'est bien le centre d'essai en vol de chez Dassault que l'on est en train de construire. La première donc escale aérienne avec le hangar Arnaud Eiffel qui reste. Et puis là, c'est un détachement de l'aéronaval avec des Neptunes, hein, des avions de recherche en mer de l'époque. L'appareil, je vais vous situer exactement où se trouve la base. La base elle est sur la gauche là, et ça c'est le premier donc dépôt des essences des armées, avec les premiers escadrons d'infrastructure. Voilà. Donc on le voit à l'opposé. Hein, on voit bien donc ici les hangars Arnaud Eiffel, dont un déjà été détruit ici. Le SLT, le reste de la base qui est ici, et puis là, le début donc du centre d'essai en vol marine. Pareil, histoire de tubé. L'entrée de la base, qui finalement n'a pas beaucoup changé. Hein. Si on voit que l'évolution, il y a les voitures, hein, ah oui, les voitures changent. Vous voyez, pareil, le fronton Bajan 125, c'était sur un fond bleu avec des lettres or, avec ici, vous voyez, une grande aile stylisée en fer forgé avec une roue dentée. Hein. Assez fou. 50 des ailes du renouveau. Lepner, hein, donc qui est l'école du personnel navigant des sites de réception. Grosso modo, ce sont les pilotes ingénieurs volants. Pour les différencier des nôtres, ils ont une tenue orange. Ils n'ont pas une tenue verte de vol. Voilà. Et puis, les avions Le Duc avec Jean Sarail, pour ceux qui ont connu un petit peu qui était Jean Sarail, pilote d'essai. Donc, c'est des avions qui étaient posés sur le dos de notre avion. Et on les faisait décoller comme ça, vous voyez. Le combiné. Donc là, c'est un Languedoc au-dessus, c'est un Le Duc. C'était un stato-réacteur. Alors, je vais pas rentrer trop dans le cours parce que ce serait trop long. Un réacteur, c'est des pièces mobiles qui aspirent de l'air, qui le compriment. On met du carburant, on fait une explosion et derrière, vous avez une grande flamme qui sort, on sort de l'énergie et ça fait avancer l'avion. On appelle ça une réaction physique, donc de le mot de réacteur. Et le stato, ben, c'est rien. Le stato, vous voyez, tout ça là, ben, c'est un gros tube. Il n'y a rien. On se met en face, on voit le jour de l'autre côté. Vous allez me dire, mais comment ça marche? Ben, ça marche tout simplement que l'avion le portait, le larguait à une certaine hauteur. Cet avion-là, je pense que j'ai une autre photo derrière. Voilà, c'est séparé. Il prenait, alors ça c'est autre chose. Il prenait de la vitesse et comme l'air s'engouffrait dans un endroit qui était déjà plus réduit, la compression physique se faisait ben, naturellement puisque l'air s'engouffrait en force dans ce tuyau-là. Et à l'intérieur de ce tuyau, il y avait plusieurs rames d'allumage. Il y en a les allumés les uns derrière les autres, ça faisait la réaction. Voilà. Très ingénieux, mais beaucoup trop lourd pour l'industrialiser juste après le deuxième conflit mondial. Donc c'est tombé en désuétude. Mais aujourd'hui, nos missiles de croisière, les missiles nucléaires, les missiles à sous-munitions qu'on a livrés à l'Ukraine, tout ça et tout, c'est du stato-réacteur. C'est-à-dire c'est un accélérateur à poudre, prend une certaine vitesse, les chicanes d'air s'ouvrent, les entrées d'air s'ouvrent, et là l'air s'engouffre à grande vitesse, et le stato prend le relais. Voilà. On a eu aussi les implémentations des chariots à grande vitesse. Donc on le voit, pour ceux qui ont pu rentrer sur la base d'Istres, voir le musée ou visiter le tour comme je l'ai fait faire, on voit ce fameux chariot de grande vitesse qui était sur rail, hein, et donc qui permettait donc la propulsion d'un engin qui était dessus, qui ressemblait à une V1 mais qui n'était pas une V1, hein, qui permettait le décollage de cet engin sans l'utilisation de sa propre force. Donc à une certaine vitesse, il prenait l'élan, c'était l'élan, et on le faisait décoller. Voilà. Ça n'a pas marché non plus, mais ça a permis surtout que le rail qui était en dessous, pour contrer cette accélération qui était puissante, puisqu'on est arrivé à plus de 450 km/h, pour pas que le rail vienne à se déjointer ou à se défaire, on a commencé à souder les rails. C'est un brevet Le Duc,
Et pour vous dire que c'est pas tombé dans l'oubli, puisque la soudure du rail a été reprise par le TGV. Dilatation à grande vitesse. Voilà. Donc voilà ici le run. Donc c'était un accélérateur à poudre, hein, donc des fusées qui étaient derrière sur le chariot, qui l'accélérait, et devant vous aviez deux fusées pour faire l'effet de frein. C'est le met après pour freiner le chariot. Voilà. Ça c'est en pleine croix sur la base d'Istres. Non, je vais pas le passer ça parce que c'est trop long. Hop, hop. Parce que je pense que on passe. Voilà. Le chariot tel qu'il est aujourd'hui est exposé. Donc le chariot avec le char de missile dessus. Si les vidéos vous intéressent, je vous les passerai, hein, si vous êtes vraiment curieux. Et puis après, on a eu tout ce qui a été expérimentation et le renouveau de l'industrie après le deuxième conflit mondial. Tout ce qui a été fait dans les bureaux d'études sous le secret ou dans la clandestinité est revenu au goût du jour. Et on a eu des avions un peu fous, comme le baroudeur, qui n'avait pas de train d'atterrissage, parce que la fiche qui émanait de ce projet-là disait pour pas que la base soit repérée, il faut pas qu'il y ait de piste qui soit vue par un satellite, par un avion espion ou par un avion qui fait de la photo. Donc il fallait qu'il décolle à même la piste, à même le terrain adéquat. Donc il avait sous son ventre, je vais reprendre ici, il avait sous son ventre ici un chariot à 3 roues qui était posé, et à ce qu'on appelle la vitesse relative de V3, c'est-à-dire la vitesse suffisante pour que l'avion décolle. L'avion décollait, le chariot faisait sa course et était freiné par des parachutes, et on pouvait le réutiliser. Et l'avion atterrissait sur des patins en carbone sur le ventre. Tito Morandi a dit on arrête de faire ça. Il a dit texto, je vais vous dire, ça va vous faire rire, il a dit au staff des ingénieurs, il faut avoir de grosses couilles pour atterrir sur un avion aussi vite à 180 km/h sur un terrain aussi mal pavé. Donc on arrête. Voilà. Et voici la démonstration. Voilà. Bah, c'est en anglais. Hein. C'est Tito Morandi, pilote. Vous allez voir, hein. Voilà, il accélère plein pot. Et voilà, le chariot reste au sol. Ah, c'était fou, hein. Ah, c'était complètement fou. Bah, l'avion était très beau, était très fin, très bien étudié, mais c'était fou. Voilà. C'est arrête-t-il, là? Voilà, il atterrissait sur le vent, vous voyez. Voilà. Il fallait être un petit peu secoué. Les Durandal, premier avion donc à L Delta, c'est pas Dassault qui a inventé le Delta sur Mirage 3, c'est la Senkazé, Société nationale de construction d'aéronautique du Sud-Est. Voilà. Le Griffon, qui était un avion statoréacteur avec un réacteur. Ils ont quand même essayé de pousser plus loin avec le Stato, mais ça va marcher. Toujours un prototype. Le Trident, donc avion à très haute vitesse avec deux moteurs fusées de chaque côté là. Et puis des pilotes émérites, Jacqueline Auriol, une femme. Et là, je vais pas trop m'étaler sur elle parce que je vais justement en parler dans la prochaine conférence. Mais donc pilote d'essai, maison d'assaut. On passe, voilà. La belle Jacqueline, la femme aux deux visages, mais je vous en dirai plus. Je laisse le suspense, 3 petits points. Voilà, on la voit ici, donc c'est un avion de record, voilà. Et puis l'évolution des avions, donc les premiers Mirage 4 bombardiers nucléaires, puisque on a fêté les 60 ans des forces aériennes stratégiques, et il faut savoir que depuis 64, donc on est en position de forces aériennes stratégiques. On doit répondre donc, si jamais on devait l'utiliser, à donc déclencher un feu nucléaire. Je vous le rassure tout de suite. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucune nation n'a intérêt à se bombarder à coups de bombe nucléaire. Voilà. C'est juste la gesticulation à se faire peur. Voilà. Les avions techniques, le Jaguar. Les avions de la gamme Marcel Dassault, les Mirages à géométrie variable qu'on voit au fond et à géométrie fixe avec les Mirage F1. Alpha Jet, voilà, tous ces avions-là, le Mirage 2000, tous ces avions-là ont contribué à l'essor donc de l'aviation. Le Rafale, son projet, et on finit donc par la base d'Istres et par le hub des armées dont j'ai pris la parole. J'ai pris la parole sur la dernière exposition, la dernière conférence que l'on a eue donc en fin d'année. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci.
Voilà, que vous en avez appris un peu plus sur cette histoire. Si vous voulez, je pourrais vous tenir le crachoir pendant 3 heures, mais bon, dedans, ça va un petit peu vous saouler aussi. Voilà, vous avez bien vu que j'essaie de passer le message, que je suis aussi passionné parce que je le revendique, et que cette histoire n'est quand même pas anodine sur une base qui est quand même hors norme, comme souvent le disent tous nos chefs qui suivent, la base donc avec un grand B ou la base XXL. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous donne rendez-vous au mois de mars. Merci.